Salut, salut! Aujourd'hui, on est en mai et donc on se retrouve pour une des dernières vidéos du potager de A à Z. J'avais dit que ce serait une série sur 2 saisons. Donc voilà, on attaque le deuxième été, va bientôt arriver. Donc voilà, c'est... Enfin ça se termine, c'est pas trop tôt. Habitué à des terres sèches où il a beaucoup créé, il a dû tout quitter, sa forêt comestible, ses potagers, sa maison en terre paille, pour tout recommencer sous un climat et un terroir différents. Ce qui est chouette en ce début de printemps, donc toujours pareil, on est toujours début, on est mi-mai quoi. Ce que j'aime bien, c'est de voir un petit peu de la vie qui se réveille un petit peu de partout. Tous les insectes, tous les oiseaux, tous les pollinisateurs en tout genre. C'est vraiment quelque chose qui est vraiment pour moi, je trouve, enthousiasmant en fait, de voir que la vie revient chaque fois. Dans la serre, il y a des guêpes qui sont en train de se réinstaller au même endroit qu'elles étaient l'année précédente. Donc les guêpes dans la serre, pour moi c'est des alliés vraiment très efficaces. Les guêpes, elles chassent tout un tas de papillons, d'insectes, de mouches. Et du coup elles régulent notamment les populations de pierrides, du chou, ou tout un tas d'autres papillons. Je les ai même vus attaquer les doryphores et prendre les doryphores des pommes de terre. Donc voilà, la guêpe c'est vraiment un animal très intéressant à avoir au potager. Donc je suis content, elle se réinstalle dans la serre et donc je suis très content. En plus ce n'est pas un animal agressif la guêpe, si on ne va pas se coller au nid, elle ne nous attaque pas en général. C'est la même chose pour les frelons. Là en ce moment on voit tous les frelons aussi qui se réveillent. Le frelon c'est un peu pareil que la guêpe. Il chasse tout un tas d'insectes, c'est très intéressant. Bien sûr il y a toujours le problème du frelon, enfin j'allais dire le frelon asiatique. En fait tous les frelons sont d'origine asiatique. C'est juste que celui-là qu'on appelle le frelon européen est en Europe depuis 300, 500 ans, ça dépend un peu des chiffres. Mais en fait tous les frelons sont d'origine asiatique. Donc oui c'est la même chose pour tous les frelons. Et effectivement, l'inconvénient du frelon que l'on appelle asiatique, c'est qu'il attaque les abeilles, etc. Du coup, ça me fait penser à quelque chose, c'est que dans le monde de la permaculture, il y a pas mal d'apiculteurs. Et donc, il y a une technique qui est vraiment intéressante à développer, qui a l'air de fonctionner très bien. Donc, il y a tout un tas de techniques pour quand on fait de l'apiculture pour résister aux frelons asiatiques. Il y a des cages, il y a tout un tas de trucs. Mais un truc tout bête pour les permaculteurs, c'est juste de mettre des ruches dans un endroit qui est enherbé avec plein d'herbes hautes. Et en fait, le frelon, quand il attaque les abeilles, il fait un vol stationnaire devant la ruche. Mais si devant la ruche, il y a des tonnes et des tonnes d'herbes hautes, le frelon asiatique ne peut pas faire ce vol stationnaire. Et du coup, les abeilles, elles sortent par plein d'endroits différents. Et a priori, c'est une bonne solution quand on a des ruches pour qu'elles résistent mieux aux attaques de frelons, le frelon dit asiatique, c'est d'avoir des ruches donc dans les herbes hautes. Si c'est un sujet qui vous intéresse, j'irai voir des apiculteurs qui ont trouvé des solutions intéressantes pour ne plus avoir trop de problèmes avec ce frelon qui taquine un peu les abeilles. En ce moment, les abeilles butinent les jolies fleurs des aubépines. Au jardin, il y a une plante qui est en train de fleurir et de monter en graines que j'aime vraiment énormément. C'est le rumex ou bien un oseille sauvage quoi. Donc les rumex, tous les rumex, je les aime beaucoup parce qu'ils attirent énormément de pucerons. Et du coup, le fait d'avoir des pucerons dans son jardin permet d'avoir les mangeurs de pucerons, un coccinelle, cirque, etc., etc. Le puceron, en fait, c'est un chouette animal parce qu'il nourrit énormément d'autres animaux. Donc si on aime bien les coccinelles, il faut bien leur donner à manger, il faut avoir des pucerons. Donc le rumex, c'est une bonne plante parce que pour avoir des pucerons, il faut aussi nourrir les pucerons. Et le rumex, c'est une plante qui les nourrit bien. Donc j'aime bien le rumex pour ça et je l'aime bien également parce que
Bon, pour plein de raisons, mais une des raisons qui est utile au potager actuellement, c'est quand on coupe le rumex, on le met dans les zones de culture et le rumex en décomposition est une plante qui nourrit bien les limaces. Et comme ça, quand les limaces arrivent dans votre potager, au lieu de manger une petite salade ou une petite courgette, elles vont parfois, pas tout le temps, hein, souvent, parfois, préférer manger les feuilles de rumex en décomposition. Donc voilà pourquoi j'aime bien le rumex. En ce début de mois de mai, j'ai eu pas mal d'attaques de limaces qui m'ont surtout attaqué en fait les courges. Ouais, quelques laitues, mais c'est surtout les courges qui ont subi les attaques. C'est la deuxième année, donc l'année dernière, j'avais peu d'attaques. C'est vraiment souvent le cas, je profite de cette vidéo pour dire ça. Souvent la première année, on peut ne pas avoir d'attaque du tout. Et la deuxième année, en fait, vu qu'on a mis de la matière organique, ça a attiré les limaces qui ont pu se cacher, qui ont pu se nourrir. Et souvent la deuxième année, on a un peu plus de limaces. Il va falloir attendre la troisième, la quatrième année pour vraiment que toute cette pression de limaces diminue pour que les carapes s'installent, les crapauds, enfin les mangeurs de limaces s'installent. Et donc pour l'instant, j'ai un petit peu plus d'attaques que l'année précédente. Selon moi, les attaques que je subis ne sont pas non plus catastrophiques. Du coup, parce que j'ai les canards coureurs indiens, je vous ai déjà parlé des canards coureurs indiens en fait, qui sont des très bons chasseurs de gastéropodes. Mais pour le moment, je trouve que les attaques de limaces ne justifient pas que j'envoie l'artillerie lourde, j'allais dire, que j'envoie les coureurs indiens dans le potager, parce que effectivement les coureurs indiens vont me débarrasser des limaces, mais il faut savoir quand même que les canards coureurs indiens ne mangent pas que des limaces, ils vont manger toutes les petites bestioles, tous les petits vers, tout ce qu'ils vont pouvoir trouver, ils vont le manger. Et donc moi j'ai envie de créer un lieu qui soit équilibré, donc je veux de la limace, je veux des carabes, je veux tout un tas d'animaux, et le fait d'introduire les canards coureurs indiens peut perturber ce biotope que je suis en train de mettre en place. Donc pour l'instant, je préfère laisser les canards coureurs indiens dans leur mare de leur côté là-bas. Et ce que je fais, c'est que je leur donne un petit peu quelques limaces quand je viens le matin, je leur prends des limaces et je leur donne un petit peu. Concernant les échanges entre les volailles, hein, moi j'ai des canards et des poules, et le potager, il y a vraiment tout un tas d'échanges très intéressants qui s'effectuent entre ces deux milieux, on va dire, qui sont collés l'un à l'autre. Donc comme je l'ai dit, les limaces vont nourrir les canards. J'ai tous les légumes à mi-mai qui nourrissent les poules. En été, je balance des tonnes de tomates aux poules. Et je récupère en échange les excréments des pondoirs. En fait, j'ai le pondoir dortoir des poules et le pondoir dortoir des canards. Je nettoie quand je les nettoie, ça me fait de la matière organique riche que je peux mettre au potager. Il y a également le matin, en fait, disons que le soir, quand j'enferme les canards, je leur mets une petite bassine d'eau pour qu'ils puissent quand même barboter même la nuit. Et le matin, quand je vais ouvrir aux canards, je récupère cette bassine d'eau qui est en fait devenue une bassine d'eau et d'excréments de canard qui me fait un engrais liquide extrêmement efficace que je peux vider dans le potager. Après, j'utilise cette bassine pour mettre quelques limaces et les limaces, je les donne à manger aux canards. Il y a aussi un autre phénomène, c'est que j'ai des orties qui poussent très bien dans la serre. La serre est collée au pondoir dortoir des poules. Les poules font des excréments, les poules vont manger en fait tout un tas d'insectes, tout un tas de choses dans la prairie. Après, quand elles viennent dormir dans le pondoir, dortoir, elles font des excréments, ça ramène de la matière riche, de la fertilité. Et j'ai un ortie qui pousse dans la serre collé à ce dortoir pondoir. J'ai qu'à faucher cette ortie. L'ortie envoie des racines dans le pondoir dortoir, récupère ses nutriments, pousse. Moi, quand je fauche l'ortie, que je le mets dans mon potager, ça me ramène de la fertilité qu'ont amené les poules en fait. Donc voilà, c'est des échanges de flux, des échanges d'énergie entre le potager, la serre, les poules et les canards, quoi. Alors cette année, contrairement à mes habitudes, en fait, je n'ai pas mis des voiles de forçage sur des arceaux. Déjà mes voiles étaient complètement morts et on m'a donné en fait un espèce de tunnel plastique. Bon, je ne suis pas hyper fan du plastique, hein. Le plastique pour moi c'est pas fantastique. Mais comme on me l'a donné, je l'utilise, c'est vraiment très efficace. Et puis ce que j'espère, c'est que ça va durer longtemps. Et voilà, c'est quelque chose en plastique dur, donc j'espère que ça sera très durable. Tout ça pour vous dire que bref, là on est à la mi-mai passée, donc j'enlève toutes les protections des plantes extérieures.
L'objectif de ce potager prioritaire, c'est de fournir notre autonomie. Et là, ça y est, on voit très bien que l'autonomie en légumes, on l'a facilement grâce à ce potager et on en a même plus. Donc je ne vais pas agrandir ce potager, il ne va pas grandir. Il y aura peut-être des petits trucs en plus par-ci par-là, mais la structure du potager ne va pas vraiment s'agrandir. Et puis même toutes les récoltes que l'on a, ça nous permet de pouvoir donner à nos amis, à nos voisins, à la famille. Quand on va quelque part, j'aime bien amener des légumes. Donc voilà, là on est sur un stade où on arrive à produire et donner tout un tas de légumes et conserver aussi des légumes pour l'hiver. La serre, c'est vraiment, franchement, c'est la première fois que j'ai une serre aussi grande et ça nous produit de l'alimentation pour tout le temps. On a tout le temps des légumes frais à manger. Donc cet hiver, on a eu pas mal d'épinards, de poireaux, de choux, enfin vraiment tout le temps des trucs frais à manger. Là, on vient de terminer les fèves, c'est-à-dire qu'on a eu pas mal de récoltes de fèves. Et j'ai besoin de récupérer la place pour mettre tout ce qui est légumes d'été, comme les tomates, les poivrons, aubergines, etc. Donc ce que je fais, c'est que je coupe toutes ces fèves notamment et je m'en sers comme paillage. Ça fait un paillage très fertile et comme ça libère la place pour mes autres légumes. Donc là, je suis en train de couper tout ce qui est fèves, épinards, laitue abîmée, tomates sauvages, tout un tas de plantes sauvages qui poussent ou de légumes cultivés qui sont en fin de vie. Je les coupe, je les utilise comme paillage. Là, ici, ce qu'on voit, c'est du Kenopod, très bonne plante comestible. Les épinards, pareil, je vais les éliminer pour les utiliser en paillage et pour libérer de la place. Mais je vais garder quelques pieds femelles d'épinards pour avoir des graines. Donc ce qui est intéressant avec l'épinard, contrairement à plein d'autres plantes, c'est que c'est une plante où il y a des mâles et des femelles. Donc on les laisse monter en graines, les mâles pollinisent les femelles et après, une fois que la pollinisation est faite, moi je coupe la plupart des pieds et je garde quelques pieds femelles simplement pour avoir des semences, pour pouvoir ressemer mes épinards l'année prochaine ou bien même juste les laisser se ressemer toutes seules. Pendant la floraison, on reconnaît facilement les épinards mâles parce qu'ils font beaucoup de pollen jaune. Et les épinards femelles, on les reconnaît également parce qu'elles ne font pas de pollen et qu'elles préparent des petites graines. Donc là, on a un mâle qui met du pollen sur le doigt, pollen jaune. Et ici à côté, nous avons un épinard femelle. Ici encore un mâle et juste en dessous, un épinard femelle. Après avoir fauché les plantes que je ne désirais pas garder, je me retrouve avec un paillage vert très nutritif dans lequel vont pousser des plantes. Ici nous avons un haricot orteil de prêcheur en fait qui a repoussé de l'année dernière. Le haricot orteil de prêcheur, c'est un des rares haricots vivaces, surtout s'il est en serre, hein, il peut repousser. Voilà, les fèves elles sont couchées au sol. Là ici quelques fèves que je n'ai pas encore récoltées. Tout un tas de végétaux que j'ai laissés, hein, des choux, des tomates, alors beaucoup de tomates. J'ai planté des tomates que j'ai semées moi-même, mais il y a également beaucoup de tomates qui sont des tomates sauvages en fait, qui ont repoussé parce que j'avais des vieilles tomates qui sont tombées par terre et elles ont regermé. Donc ici, entre les planches, même dans l'allée, j'ai beaucoup de tomates sauvages qui se sont installées. J'en élimine un petit peu, mais je pense que je vais en garder quelques-unes parce que j'aime bien les plantes qui se débrouillent toutes seules. Donc voilà, dans les allées avec le Kenopod, on trouve également des petites tomates. Dans les allées, il y a également des salades sauvages, tout un tas de plantes sauvages, la tomate encore. Beaucoup de radis. Voilà, les radis, cette année, je les ai coupés pour pas qu'ils se ressèment. Là, j'ai planté une physalis. Voilà, les derniers choux. Ici, c'est des fleurs de radis. J'ai coupé les radis aussi qui se ressèment tout seuls. Cette année, j'ai trop de graines de radis, donc je les ai pas laissés se ressemer. Là, par terre, on voit une tomate. Pareil, une tomate sauvage qui fait une bonne quarantaine de centimètres. Elle est pratiquement au milieu de l'allée, donc j'hésite à la garder ou non. Et ici, cette zone verte, c'est une zone de carottes. En fait, j'ai dépaillé une zone, j'ai semé des carottes. Mais, donc on voit les carottes, mais j'ai énormément de tomates qui ont poussé également spontanément là-dedans. Toujours du Kenopod. Souvent on parle des carottes, on me dit mais tu parles pas assez des carottes.
C'est vrai que j'en ai pas beaucoup parlé, bon j'en ai parlé un petit peu quand même par-ci par-là dans mes 200 vidéos, j'ai quand même parlé régulièrement des carottes, mais c'est vrai que c'est pas, j'en parle pas tant que ça, donc là je vais vous faire un petit topo, parce que souvent en fait, ce qu'on me demande c'est comment on fait les semis de carottes. J'en avais déjà parlé dans une vidéo qui s'appelle jardinier avec la paille ou un truc comme ça, et en gros pour semer les carottes, ce qu'il faut faire c'est écarter le paillage et on sème les carottes et ça pousse et on fait de la culture de carottes simple et classique, mais je vous sortirai dans pas trop longtemps j'espère une vidéo sur la carotte de A à Z. Sur cette culture en lasagne avec un coffrage en boîte de foin, donc j'ai dépaillé un grand rectangle sur lequel j'ai semé des carottes. Donc c'est un petit peu clairsemé parce que les limaces elles m'ont fait un gros éclaircissage. Mais voilà, en gros mes carottes poussent tranquillement avec les autres cultures. Mon potager, si je devais un petit peu résumer et simplifier au maximum le fonctionnement de mon potager, je dirais que j'ai ce qui est en serre qui me permet d'avoir des légumes frais toute l'année. Voilà, pour 4 personnes, la serre de 80 m² est largement suffisante pour qu'on ait du légume frais toute l'année. Et le potager extérieur me sert surtout à faire des légumes de conservation comme de la pomme de terre que je vais pouvoir après stocker dans la cave, comme des courges que je vais pouvoir stocker dans la cave. Donc voilà, si je devais simplifier au maximum, je dirais que la serre c'est pour avoir des légumes frais toute l'année, le potager extérieur c'est pour avoir des légumes de conservation. Voilà. Après là c'est vraiment simplifié parce qu'effectivement il y a des trucs frais à manger en extérieur, etc. Mais si je dois simplifier, c'est comme ça que la principale ligne c'est ça, et ça me permet d'avoir une grande autonomie et une bonne résilience. Évidemment dans le potager d'extérieur il y a aussi des légumes que je mange frais comme tout un tas de salades, etc. Et évidemment dans la serre il y a également des légumes qui seront pour la conservation, comme tout ce qui est ratatouille en fait, sauf les courgettes que je mets vraiment qu'à l'extérieur, mais disons que aubergines, poivrons, tomates, ça me permet de faire des conserves que je peux garder toute l'année. Mais voilà. Sur la structure en bois qui se trouve au milieu du potager, à chaque pied j'ai planté des kiwis pour avoir une tonnelle qui donnera des fruits. Ah oui, la zone avec de la laine de mouton, je sais pas si vous vous rappelez, j'ai fait une zone avec de la laine de mouton. Donc c'est très efficace, ça empêche les herbes de pousser. Les pommes de terre ont réussi à traverser difficilement la laine, mais il y a vraiment très peu d'herbes qui arrivent à traverser cette zone de laine. Voilà, les plantes que l'on voit sont les plantes que j'ai semées moi-même. J'ai remarqué qu'il y avait quasiment pas de limaces dans la laine. Et voilà, je pense que la laine de mouton, ça peut être un très bon compromis pour ceux qui veulent désherber une zone sans mettre de plastique ou de trucs comme ça. Et en plus, ça embête les limaces, donc je trouve ça vraiment assez efficace pour le moment. Dans le reste du potager, les pommes de terre commencent à sortir la tête du foin. Voilà, tout pousse tranquillement. Il a fait froid jusqu'à tard, jusqu'à il n'y a pas longtemps, il gelait encore. La céréale pousse également relativement bien. Voilà pour le petit tour du potager de la mi-mai. Et puis... voilà les céréales qui sont en train de produire du grain. On termine cette vidéo avec une petite vue aérienne. Donc la serre, à droite de la serre, les poulaillers et le parcours à canard. Et au-dessus de la serre, le potager. Les vidéos du potager de A à Z n'ont pas pour but de vous dire quoi semer, quoi planter mois par mois au jardin. J'ai déjà fait une série de vidéos qui s'appelle Que faire au jardin mois par mois. Donc que faire au jardin en mars, avril, mai, juin, tous les mois je les ai fait. Le but de ces vidéos du potager de A à Z, c'est plutôt de vous montrer un jardin potager qu'il se crée à partir d'une prairie, de rien, et qui devient un potager productif rapidement. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo sur le potager. Comme d'habitude, je dis un immense merci à toutes les personnes qui me soutiennent. Vous êtes vraiment incroyables, c'est incroyable le nombre de gens qui me soutiennent et c'est vraiment, j'en reviens pas quoi. Je remercie toutes les personnes qui regardent mes vidéos, qui partagent mes vidéos et je vous dis à la semaine prochaine, ciao ciao.